cliquez aussi généreusement sur le bouton « J'aime » car cela représente énormément pour nous. Installez-vous, détendez-vous et profitez alors que nous plongeons dans l'histoire. Zina est née dans un petit village nommé Aya, niché au milieu de collines verdoyantes et de terres agricoles fertiles. Malgré la pauvreté sans fin qui semblait recouvrir chaque hutte au toit de chaume, les gens y étaient connus pour leur communauté soudée et leur résilience inébranlable. Les parents de Zina lui avaient toujours enseigné que la connaissance était le seul trésor qu'aucune épreuve ne pourrait jamais lui enlever. Il possédait une modeste terre agricole où il cultivait des plantains, des ignames et des légumes, assez pour subvenir à leurs besoins et partager avec les voisins qui avaient moins. Tout a changé par un après-midi torride. Zina équilibrait un panier tressé de légumes fraîchement cueillis sur sa tête quand elle a vu deux connaissances de son père courir vers elle, le chagrin gravé sur leur visage. Ils lui ont dit qu'il y avait eu un accident sur la route principale. Un chauffeur de camion imprudent avait perdu le contrôle. Ses parents revenaient d'un voyage en ville pour acheter de nouvelles semences. Ils ne sont jamais rentrés à la maison. Cette nuit-là, Zina s'est retrouvée seule dans la hutte de bambou et debout qui, autrefois, résonnait de rire. Elle fixait les murs à la lueur de la bougie, la peur lui serrant le cœur. À seulement 17 ans, elle était maintenant responsable de ce qui restait. Qui la guiderait? Qui la protégerait? Les villageois lui ont offert leurs condoléances, mais peu avaient les moyens de nourrir une bouche de plus. 3 jours après les funérailles, un SUV élégant est entré dans Aya en vrombissant, soulevant des nuages de poussière le long du chemin de terre étroit. À l'intérieur se trouvait Obina, un riche homme d'affaires de la ville. Il portait une chemise blanche impeccable et des lunettes de soleil sombre qui reflétaient les visages affligés des villageois qui s'étaient rassemblés. Le père de Zina avait souvent parlé d'Obina comme d'un ami de la famille. Un homme bien introduit qui les avait autrefois aidés avec des provisions pendant une saison difficile. Quand Obina est sorti, son expression était sombre, mais ses yeux brillaient d'un mélange d'opportunisme et de pitié. Il a expliqué aux anciens du village qu'il était venu pour sauver Zina. Il l'emmènerait en ville, s'assurerait qu'elle ait un logement décent et, a-t-il promis avec une main théâtralement posée sur sa poitrine, la traiterait comme sa propre enfant. Pour une jeune fille sans autre option, l'offre semblait être une bouée de sauvetage. Les anciens du village ont hoché la tête en signe d'accord solennel, bien que quelques femmes aient chuchoté derrière leur foulard, méfiantes quant à ses motivations. Ce soir-là, alors que Zina préparait en larmes un petit sac contenant ses biens les plus précieux, le collier hérité de sa mère et un carnet manuscrit des proverbes de son père, elle sentit une lueur d'espoir. Peut-être que la vie ne serait pas si cruelle après tout. La dernière chose qu'elle fit avant de partir fut d'asperger d'eau la petite tombe où reposaient ses parents. « Je vous rendrai fière, promit-elle. Je n'oublierai jamais d'où je viens. » Obina lui ouvrit la portière de la voiture, et dès que Zina s'assit, elle sentit la climatisation, une froideur artificielle qui correspondait à la tension inhabituelle chez l'homme à côté d'elle. La voiture s'éloigna du seul foyer qu'elle ait jamais connu. Zina regarda les villageois s'estomper au loin, un tourbillon de poussière rouge traînant derrière. Elle ne se doutait pas que sa vie était sur le point d'être entraînée dans une spirale tumultueuse de trahison, de manipulation et de secrets qui mettraient des années à se dévoiler. Ils ont roulé pendant des heures jusqu'à ce que le paysage se transforme de champs verdoyants en rangées de gratte-ciel et de communautés fermées. Les yeux de Zina s'écarquillèrent en découvrant les lumières de la ville, le trafic rugissant et l'étalement de béton qui semblait s'étendre à l'infini. Le manoir d'Obina se trouvait au bout d'une allée privée bordée de palmiers et gardée par une sécurité en uniforme. C'était une merveille architecturale de 2 étages avec d'élégantes fenêtres en verre, des sols en marbre scintillant et des pelouses entretenues qui semblaient briller sous des projecteurs stratégiquement placés. Quand Zina est sortie de la voiture, elle s'est sentie submergée par la taille de tout cela. Elle a remarqué une rangée de personnels cuisiniers, nettoyeurs, jardiniers qui attendaient pour saluer Obina. Ils portaient des uniformes assortis et jetaient des regards curieux à la jeune fille timide du village. Obina s'éclaircit la gorge et annonça « Voici Zina. Elle va rester avec nous. » Un moment de silence gêné suivit, puis le personnel hocha la tête machinalement en signe d'acquiescement. À l'intérieur, l'air sentait la cire au parfum de citron. Chaque surface semblait briller. Obina mena Zina à travers un hall d'entrée somptueux avec de hauts plafonds, des lustres en cristal et des œuvres d'art qu'elle pouvait à peine comprendre. Il désigna une chambre au fond d'un couloir. « Tu peux rester là, dit-il sèchement, presque comme si c'était une décision de dernière minute. Zina fut conduite dans une petite chambre d'amis, petite selon les standards du manoir, bien que pour elle, elle fut encore plus grande que toute sa hutte à Aya. Le lit était couvert de draps luxueux,
et il y avait un grand miroir orné sur le mur. Elle posa doucement son sac usé dans un coin. Il y eut un étrange silence dans le couloir derrière elle, et elle se retourna pour voir une femme debout. Elle était mince, élégante, et vêtue d'une robe de soie fluide. Ses yeux étaient froids alors qu'il parcourait Zina du regard. « Bienvenue, dit la femme avec raideur. Je suis Adiz, la femme d'Obina. » Zina fit une révérence polie. « Merci, murmura-t-elle. » Sa voix tremblait, ne sachant pas si elle devait appeler cette femme « ma » ou autre chose. Adiz se contenta de se retourner et de s'éloigner. Ses talons claquant sur le sol en marbre comme le tic-tac d'une horloge. Quelque chose dans la posture d'Adiz disait « Tu n'as pas ta place ici. » Ce soir-là, Zina mangea seule au bout d'une longue table à manger chargée de plats opulents qu'elle pouvait à peine identifier. Obina était assis au bout de la table, un téléphone à la main, discutant d'affaires d'une voix si forte qu'elle résonnait contre les murs. Adiz était absente. Le personnel servit Zina rapidement. Leurs visages impassibles. Elle voulait disparaître dans l'obscurité, loin de la luminosité intrusive du lustre au-dessus d'elle. Après le dîner, elle se retira dans sa chambre, plaçant le carnet de proverbes de son père sur la table de chevet. Elle sentit la piqûre des larmes. C'était censé être son nouveau départ, son salut. Pourtant, elle ne pouvait se défaire du sentiment oppressant qu'elle avait atterri dans un endroit bien plus froid que n'importe quel orphelinat. En s'allongeant, elle crut entendre des rires venant d'ailleurs dans le manoir. C'était un rire dépourvu de chaleur. Si c'était sa nouvelle famille, alors elle commençait déjà à sentir le poids lourd de leur désintérêt. Dans les semaines qui suivirent, Obina présenta Zina à ses amis et associés comme une sorte de cas de charité, quelqu'un qui l'avait magnanimement sauvée des griffes de la pauvreté. Il la présenta lors de rassemblements huppés, où l'élite de la ville sirotait du champagne et discutait d'affaires lucratives. Zina devait porter des robes de créateurs qu'Adiz choisissait, souvent dans des couleurs ou des styles qui ne s'accordaient pas avec son teint foncé ou qui lui donnaient l'impression d'être un mannequin vivant. Lors d'un événement particulièrement extravagant, Obina fit signe à Zina de se tenir à ses côtés alors qu'il se vantait auprès d'un groupe d'hommes d'affaires influents. « Vous voyez cette jeune fille ? Je l'ai recueillie parce que mon cœur ne pouvait supporter de la voir souffrir. » Il fit une pause dramatique, permettant aux hommes de hocher la tête avec admiration. C'est une bénédiction d'aider les moins fortunés. Zina se tenait là, le visage rougi à la fois de honte et de rage silencieuse. S'il la plaignait vraiment, pourquoi lui faisait-il mémoriser des répliques scénarisées sur sa gratitude d'être sous la protection d'Obina? Pourquoi le personnel de maison la traitait-il comme une bonne glorifiée à huis clos, lui ordonnant de faire des tâches qu'Adiz jugeait indignes d'elle-même? Tard dans la nuit, Zina se retirait dans sa chambre et se regardait dans le miroir, vêtue d'une robe de créateur qui coûtait plus que ce que son village entier dépensait en nourriture en un mois. Elle se sentait comme une imposture dans ce monde. Son reflet lui montrait qu'elle n'était rien de plus qu'un accessoire, le geste philanthropique. Un soir, Adiz accula Zina dans le couloir après un dîner particulièrement grandiose. « Tu crois que tu peux te pavaner dans mes robes de seconde main et devenir soudainement l'une des nôtres » siffla-t-elle, sa colère alimentée par la jalousie ou peut-être la peur que l'attention d'Obina se déplace. « Laisse-moi être clair. Tu es ici parce qu'Obina aime t'exhiber. C'est ton seul rôle. » Zina ravala sa peine. Elle se souvint des esprits doux de ses parents, de leur foi inébranlable en la bonté. Bien que le venin d'Adiz l'ait profondément blessée, Zina refusa de laisser voir ses larmes. Elle s'inclina légèrement en disant « Je comprends ». Mais à l'intérieur, un défi silencieux commençait à naître. Cette même nuit, elle trouva la cuisine vide après que tout le monde fut couché. Malgré le faste et le glamour, personne n'avait pris la peine de lui demander si elle avait mangé correctement. Elle fouilla dans le réfrigérateur et prépara un repas simple de pain et de restes de ragoût. En mangeant en silence, elle sentit le bourdonnement du réfrigérateur géant et le tic-tac lointain d'une horloge de grand-père. Chaque seconde lui rappelait qu'elle était dans une maison qui n'était pas un foyer, et qui ne le serait peut-être jamais. Quelques mois plus tard, la fille d'Obina, qu'il avait avec Adiz, fêtait ses 7 ans. Elle s'appelait Kamsi, une enfant précoce avec des nattes tressées et de grands yeux curieux. L'anniversaire de Kamsi se transforma en un événement massif, avec un château gonflable, un buffet de bonbons, des magiciens et une série d'animaux exotiques pour le divertissement. Toute l'élite du quartier était invitée. Des serveurs en uniforme noir impeccable transportaient des plateaux de pâtisserie et de punch aux fruits, se faufilant à travers la foule d'enfants ravis et criards. Zina regardait depuis le balcon du 2e étage,
le cœur douloureux d'un mélange complexe de solitude et de désir. Elle n'avait pas le droit d'assister à la célébration, et tout le monde s'assurait qu'elle le sache. Tandis que les rires de Kamsi résonnaient dans le manoir, Zina resta près de la balustrade, inaperçue, jusqu'à ce que la fête soit presque terminée. Alors que le soir tombait et que la plupart des invités partaient avec leurs enfants satisfaits, Zina descendit lentement. Elle remarqua que les desserts restants avaient été emballés, probablement pour le personnel ou jetés, elle ne savait pas vraiment lequel. La salle à manger était remplie de ballons à moitié dégonflés et de confettis éparpillés. Elle sentit une légère tape sur son épaule. C'était le jardinier, un homme d'âge mûr nommé Shijiok qui avait toujours semblé bienveillant. Il lui tendit un petit cupcake légèrement écrasé. « Je t'ai gardé ça, dit-il doucement, jetant un coup d'œil autour pour s'assurer que personne ne regardait. Je t'ai vu jeter un œil depuis là-haut. J'ai pensé que tu aimerais y goûter. » Les larmes montèrent aux yeux de Zina alors qu'elle acceptait le cupcake. C'était un geste simple, mais c'était le premier acte de gentillesse qu'elle avait connu dans cette maison, à part un signe de tête ou un sourire occasionnel du personnel. « Merci, murmura-t-elle, sa voix tremblante. Shijiok lui tapota l'épaule et partit, la laissant seule avec une friandise sucrée à la main. Retirant délicatement le papier, Zina prit une petite bouchée. Le cupcake était sucré et légèrement rassis pour être resté dehors trop longtemps, mais pour elle, il avait le goût de l'espoir. Elle pensa à ses parents, comment ils auraient probablement ri à l'idée d'un château gonflable et d'animaux exotiques, mais aussi comment ils auraient insisté pour qu'elle soit incluse, pas cachée. Elle avala le cupcake et, avec lui, son ressentiment grandissant. Si seulement il y avait un moyen de revendiquer sa propre place dans cette maison, ou au-delà. Une nuit, en errant dans les couloirs sans fin du manoir, Zina se sentit attirée par un grand bureau bordé d'immenses bibliothèques. La lourde porte en bois était généralement verrouillée, mais quelqu'un avait oublié de tourner la clé. Elle entra, alluma une lampe et s'émerveilla devant les rangées de volumes reliés en cuir. Son père lui avait appris à lire, griffonnant des leçons sur des bouts de papier quand elle était enfant. Elle se souvenait de la fierté dans sa voix quand elle avait maîtrisé sa première phrase. Maintenant, désireuse d'échapper à la réalité oppressante qui l'entourait, Zina attrapa un manuel de droit. Les mots étaient denses en terminologie juridique et en référence à des codes dont elle n'avait jamais entendu parler. Mais elle était déterminée. Elle s'installa dans un fauteuil moelleux et commença à lire. Le temps passa comme dans un rêve. Elle lut sur le droit des sociétés, les droits de propriété, les litiges contractuels et les testaments. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle découvrit les complexités des lois sur l'héritage. Bien qu'elle ne comprenne que des fragments au début, elle continua. Nuit après nuit, Zina se faufilait dans le bureau pour s'instruire, cornant les pages qui semblaient pertinentes. Le personnel ne s'est jamais interrogé sur la faible lumière sous la porte. Peut-être supposait-il qu'Obina travaillait ou qu'Addis vérifiait des papiers. Pendant la journée, elle aidait souvent le cuisinier à couper les légumes ou faisait de petites tâches de nettoyage pour que le personnel ne lui en veuille pas de sa présence. Parfois, Addis l'appelait et la faisait rester oisive pendant qu'elle essayait de nouvelles tenues de créateur ou se préparait pour des événements sociaux. C'était humiliant, mais Zina gardait son sang-froid, se souvenant de chaque leçon que ses parents lui avaient enseignée sur la dignité. La nuit, le manoir dormait. Sauf pour le bourdonnement des climatiseurs et le hibou occasionnel perché devant une fenêtre. C'est alors que l'esprit de Zina s'envolait à travers les pages des textes financiers et juridiques. Elle apprit le langage des affaires, découvrit les subtilités des structures d'entreprise et comprit lentement comment le pouvoir fonctionnait dans ce monde. Un soir particulier, elle tomba sur un dossier étiqueté « Succession J. Okafor ». La curiosité fit bondir son cœur, mais juste au moment où elle tendait la main pour le prendre, elle entendit des pas dans le couloir. Elle remit rapidement le dossier à sa place, éteignit la lampe et sortit en courant. Son pouls battait la chamade. Quelque chose à propos de ce dossier lui avait semblé important. Le nom Okafor lui semblait étrangement familier, comme un lointain écho de la lignée de sa mère. Si elle avait plus de temps, elle enquêterait davantage. Pour l'instant, elle retourna dans sa chambre. L'esprit en ébullition de questions. La vie dans le manoir continuait à son rythme froid et mécanique. Zina était plus tolérée qu'accueillie, plus exhibée qu'embrassée. Un après-midi, Addis la convoqua au jardin. La demande était inhabituelle. Addis ignorait généralement Zina, sauf si elle avait besoin d'une corvée ou voulait la regarder avec mépris. Zina se rendit au jardin,
un espace méticuleusement aménagé avec des roses importées et un étang de carpe koi. Addis se tenait près de l'étang, agitant un verre de limonade à la main. Elle ne leva pas les yeux quand Zina s'approcha. Après quelques instants de silence, Addis dit. « Tu penses que juste parce qu'Obina t'a ramené du village, tu pourras un jour être son égal ?» Elle se tourna enfin. Ses yeux balayant la simple robe en coton de Zina. « Tu portes peut-être de beaux vêtements maintenant, mais tu n'auras jamais ce que j'ai. Ce que nous avons. Tu es une étrangère. » Zina prit une profonde inspiration. « Je n'aspire pas à prendre votre place, » répondit-elle doucement, mais ses yeux étaient fermes. « J'essaie juste de survivre. » Addis laissa échapper un rire froid. « Survivre ? C'est la meilleure. Laisse-moi te donner un conseil, Zina. » Elle prononça le nom de Zina comme s'il avait un goût amer sur sa langue. « Ne dépasse pas les bornes. Ne te mets pas à l'aise. Parce que si tu le fais, » elle fit une pause pour un effet dramatique, laissant le poids de sa menace planer dans l'air, « eh bien, disons simplement que ce manoir n'est assez grand que pour ceux qui font vraiment partie de la famille. » Zina tint bon, refusant de détourner le regard. « Nous verrons, » dit-elle doucement, faisant écho à un défi subtil. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Deux femmes de mondes différents, chacune avec sa propre fierté blessée et ses ambitions silencieuses. Addis sourit avec mépris. « Oui, nous verrons. » Puis elle tourna les talons et s'éloigna, laissant Zina près de l'étang de carpe koi, les poissons glissant gracieusement sous la surface, inconscient de la tension au-dessus. Zina resta là plusieurs minutes. Son cœur battant la chamade. Elle comprit qu'Addis était une adversaire redoutable. Son père disait, si tu provoques un serpent, sois prêt à sa morsure. Mais Zina savait aussi qu'elle ne pouvait pas se cacher dans la peur pour toujours. Elle regarda son reflet dans l'eau, ses propres yeux déterminés, inébranlables. Quelque chose lui disait que ce n'était que le début d'une tempête qui finirait par les consumer tous. Au moment où Zina eut 22 ans, elle avait passé des années dans les nuits tardives et le bureau avait affûté son esprit. Bien qu'elle gardât ses nouvelles connaissances pour elle. Elle remarqua l'éloignement croissant d'Obina avec Addis, des disputes chuchotées tard dans la nuit, des portes qui claquaient, des cadeaux coûteux offerts en excuses peu sincères. Puis, dans un retournement de situation que personne n'avait vu venir, Obina demanda le divorce d'Addis. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre parmi le personnel, chaque personne chuchotant une version différente de l'histoire. Certains disaient qu'Addis avait été infidèle. D'autres insistaient sur le fait qu'Obina était fatiguée de ses extravagances. Zina essaya de rester à l'écart, se concentrant sur ses études secrètes et planifiant tranquillement son avenir. Mais le destin avait d'autres plans. 2 mois après la finalisation du divorce, Obina stupéfia tout le monde en annonçant qu'il allait épouser Zina. Le personnel pouvait à peine cacher son choc. Addis devint folle furieuse. Elle n'avait jamais imaginé qu'Obina la remplacerait par la fille même qu'elle avait tourmentée pendant des années. La réaction de Zina fut beaucoup plus impénétrable. Quand Obina vint dans sa chambre avec une proposition, il dit « Tu es ici depuis si longtemps, autant que je te donne mon nom. Les gens parlent. Il est temps que tu deviennes ma femme. » Ces mots manquaient de chaleur, mais Zina reconnut une opportunité. L'épouser paix aurait lui conféré un statut juridique important, et peut-être l'accès à des secrets qu'il avait cachés. Bien que son cœur ne ressentît aucun amour pour lui, elle accepta. Ses yeux étaient froids et illisibles. Elle hocha simplement la tête et murmura « Oui, je t'épouserai », comme si elle accomplissait une transaction commerciale. Au fond d'elle, elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'un jeu plus grand se déroulait, un jeu qui pourrait lui permettre de récupérer quelque chose de son passé. Le jour de la cérémonie civile, Zina portait une simple robe blanche choisie pour elle par un styliste engagé par Obina. Ses cheveux étaient relevés, révélant son cou élégant et le collier hérité auquel elle tenait toujours. Le mariage fut une affaire discrète, à laquelle n'assistèrent qu'une poignée d'associés d'Obina. Même Kamsi ne fut pas amené à la cérémonie, une absence qui fit mal au cœur de Zina pour la petite fille. Alors qu'il signait les documents de mariage, l'esprit de Zina bourdonnait d'émotions contradictoires. Elle jeta un coup d'œil au visage d'Obina, sévère, sans émotion, plus préoccupé par le prestige du moment que par les vœux. Une pensée fugitive lui traversa l'esprit. Pourquoi suis-je en train de faire ça? Mais elle connaissait déjà la réponse. Elle jouait un jeu à long terme,
alimentée par le souvenir de la sagesse humble de ses parents et le sentiment émouvant qu'on lui devait plus que cette vie de pitié. Obina l'embrassa légèrement sur la joue, et c'est ainsi qu'elle devint Madame Obina. Le personnel s'inclina, moitié par devoir et moitié par incrédulité. Aziz était introuvable. Certains disaient qu'elle était enfermée dans sa chambre, d'autres qu'elle avait quitté le manoir entièrement. Zina sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle avait maintenant un mari et une place à la table. Mais cette table était-elle sur le point de s'effondrer? Quelques jours seulement après le mariage, la violence psychologique commença pour de bon. Obina ne fit aucune tentative pour cacher son mépris. Un matin, alors que Zina était assise à la table du petit déjeuner, sirotant tranquillement son thé, il entra d'un pas nonchalant, journal à la main. Sans même un bonjour, il jeta le journal sur la table, faisant vibrer la tasse de thé. « Tu n'es rien sans moi », cracha-t-il, sa voix basse mais venimeuse. « N'oublie pas que je t'ai recueilli par pitié. Si ce n'était pas pour moi, tu serais encore en train de pourrir dans ce village. » Zina serra le bord de la table, ses jointures blanchissant. Elle refusa de lever les yeux, son regard fixé sur la vapeur tourbillonnante de sa tasse. Elle voulait rétorquer qu'elle allait parfaitement bien avec ses parents aimants avant cet accident tragique, que sa vie était peut-être pauvre, mais qu'elle était riche en intégrité et en chaleur. Mais elle se mordit la langue. Plus tard dans la journée, elle passa devant un miroir de couloir et s'aperçut. Ses épaules étaient voûtées. Son expression, lasse. Elle laissa échapper un soupir tremblant, se souvenant des années qu'elle avait passées à lire ses livres de droit et de commerce. Patience, se rappela-t-elle. La meilleure vengeance est soigneusement planifiée. Elle ne se faisait aucune illusion sur le fait qu'Obina l'avait épousée par amour. Cet arrangement était une question de contrôle. Elle passait simplement du statut de projet de pitié à celui de trophée, d'accessoire de sa richesse. Cette nuit-là, elle resta éveillée tandis qu'Obina dormait dans une autre chambre, un choix délibéré de sa part pour lui montrer qu'elle n'était pas vraiment une épouse à ses yeux. Elle pensa à la volonté de son père, à la façon dont il s'était tenu droit face à l'adversité. Elle murmura pour elle-même. « Je ne serai pas brisée. » Les mots résonnèrent dans la pièce silencieuse, une promesse qu'elle avait l'intention de tenir. La nouvelle vie de Zina en tant qu'épouse d'Obina était une parodie tordue du luxe. Chaque matin, le chauffeur se tenait prêt à la conduire dans des boutiques de luxe. Elle avait un programme rotatif de rendez-vous au spa et d'invitations à dîner avec l'élite de la ville. Pourtant, son cœur se sentait aussi aride que le manoir lui avait autrefois semblé. Elle avait maintenant une ligne de crédit illimitée, des bijoux en diamant qui scintillaient sous les flashs des appareils photo, et suffisamment de sacs à main de créateurs pour remplir un petit entrepôt. Rien de tout cela n'avait d'importance. Lors de ses sorties, elle était souvent photographiée, son image placardée sur les réseaux sociaux et dans les tabloïds. Les gens chuchotaient. C'était une personne de rien, juste une pauvre fille de village. Maintenant, regardez-la. Mariée au puissant Obina. Zina souriait pour les caméras, mais à l'intérieur, elle rejouait chaque insulte qu'Obina lui lançait, chaque moment d'humiliation de la part du personnel qui ne s'inclinait maintenant que parce qu'elle portait une bague coûteuse. Elle dormait seule dans une chambre bien plus grande que n'importe quel espace qu'elle avait jamais habité. Le lit était king size, drapé de coton égyptien importé. Et pourtant, elle se surprenait à regretter la simple natte qu'elle avait autrefois partagée avec sa mère les nuits fraîches. Parfois, elle restait éveillée, le silence de la climatisation centrale lui rappelant à quel point tout était synthétique. Un soir, après une autre journée solitaire de thérapie par le shopping, elle se rendit dans le bureau pour continuer sa lecture secrète. Plus elle en apprenait sur les structures d'entreprise, plus elle réalisait à quel point l'empire d'Obina était précaire. Construit sur des accords chancelants, des sociétés écrans et des partenariats douteux. Son esprit bourdonnait de possibilités. Peut-être y avait-il un chemin pour qu'elle retrouve non seulement sa dignité mais quelque chose de bien plus grand. En sortant du bureau, elle tomba sur l'un des membres du personnel, une jeune femme de chambre nommée Myriam. « Madame » dit Myriam en s'inclinant rapidement. « Avez-vous besoin de quelque chose ?» Zina la regarda dans les yeux et y vit une lueur de la même peur qu'elle avait autrefois ressentie. Elle offrit un petit sourire. « Non, merci. » Myriam s'éloigna en courant, craignant manifestement que le moindre faux pas ne lui coûte son emploi. Zina laissa échapper un petit soupir, se souvenant qu'elle avait autrefois été dans cette même position. Effrayée, incertaine,
reconnaissante pour la moindre parcelle de gentillesse. Le rapport de force avait changé, mais Zina n'en ressentait aucune satisfaction. Au contraire, cela ne faisait qu'alimenter sa détermination à se libérer du cycle d'oppression qui l'avait piégé. En parcourant son fil d'actualité sur les réseaux sociaux un après-midi, Zina tomba sur un article de presse locale concernant un jeune avocat nommé Ife qui venait de remporter une affaire pro bono très médiatisée contre une grande entreprise. Intriguée par la ténacité d'Ife, elle a creusé davantage et a découvert qu'il était spécialisé en droit des successions et en litige d'entreprise. Exactement le genre d'expertise dont Zina soupçonnait qu'elle pourrait avoir besoin. Elle le contacta anonymement, en utilisant un téléphone prépayé qu'elle avait acheté en secret. D'une voix basse, elle expliqua qu'elle enquêtait sur une affaire d'héritage volé. Il accepta de la rencontrer dans un café tranquille à la périphérie de la ville. Pour la première fois depuis qu'elle était devenue l'épouse d'Obina, Zina quitta le manoir sans chauffeur, prenant un taxi pour se rendre au rendez-vous. Ife était plus jeune qu'elle ne l'attendait, dans la mi-vingtaine, vêtu d'un costume simple qui semblait une taille trop grande, comme s'il venait de commencer sa pratique. Mais il y avait un feu dans ses yeux qui rappelait Zina à elle-même. Elle lui tendit un dossier usé contenant les bribes d'informations qu'elle avait réussi à recueillir sur les terres et les affaires de son père. « Je soupçonne que les biens légitimes de ma famille ont été saisis. » murmura Zina, sa voix tremblante d'un mélange de peur et de détermination. « Je veux les récupérer. » Ife parcourut les documents, tapotant un stylo contre son bloc-notes. « C'est intéressant. Beaucoup de ces dossiers ont été falsifiés ou sont manquants. Mais si nous creusons plus profondément, surtout avec l'aide des bons dossiers financiers, nous pourrions avoir une affaire. » Zina hocha la tête, sentant une vague d'espoir. « Je veux faire ça discrètement. Mon mari ne doit pas savoir. » Elle retint son souffle, attendant la réaction d'Ife. Il leva les yeux, la curiosité éclairant ses traits. « Votre mari ne sait pas que vous essayez de récupérer le patrimoine de votre famille. » « Non, » répondit fermement Zina. « Et il ne doit jamais le savoir jusqu'à ce que le moment soit venu. » Ife se pencha en arrière sur sa chaise, une lueur d'excitation traversant son visage. « D'accord. Nous ferons cela en secret. Mais ce ne sera pas facile. » Les yeux de Zina brillèrent de résolution. « J'ai attendu des années. Croyez-moi, je suis patiente. » Elle fit glisser une enveloppe d'argent liquide sur la table. De l'argent qu'elle avait siphonné de son allocation mensuelle. « Ce n'est qu'un début. J'aurai besoin de votre aide pour découvrir tout ce qui a été volé. » Il hocha la tête, empochant l'argent. « Comptez sur moi. » En quittant le café, Zina s'enlaça, sentant l'air frais lui mordre les joues. Pour la première fois depuis un moment, elle ressentit autre chose que de la terreur. Elle sentit la possibilité. Obina, ignorant le partenariat secret de Zina avec Ife, continuait de la traiter comme une babiole qu'il pouvait jeter à tout moment. Un soir, ils organisèrent un dîner exclusif pour des investisseurs étrangers au manoir. Zina, vêtue d'une robe vert émeraude, se retrouva à jouer l'épouse dévouée. Souriant poliment alors que les hommes discutaient d'affaires de plusieurs millions de dollars autour de verres de vin importés. À un moment donné, Obina éloigna l'un des investisseurs du groupe principal, le conduisant vers un salon latéral. Zina les suivit discrètement, par pure curiosité. Elle entendit Obina dire « Ce n'est que mon cas de charité. Je l'ai épousée par convenance. Une fois que j'en aurai fini avec elle, elle sera partie. » L'investisseur rit, donnant à Obina un coup de coude enjoué. Le cœur de Zina se serra. La piqûre de la trahison était comme une blessure fraîche. Elle recula, faisant attention à ne pas être vue, et retourna à la table du dîner. Avec un sang-froid impeccable, elle sourit et engagea la conversation avec les autres invités, même si son âme brûlait de ce qu'elle venait d'entendre. Plus tard dans la nuit, lorsque les invités partirent, Obina ne fit aucune tentative pour cacher sa satisfaction suffisante. Il avait obtenu un autre investissement lucratif, se souciant peu du coût émotionnel pour sa femme. Dans sa chambre, Zina ôta ses talons hauts et s'affaissa sur un pouf en velours, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle se souvint des jours qui suivirent le décès de ses parents, comment elle s'était accrochée à l'espoir qu'Obina était un sauveur. Maintenant, elle réalisait l'amère vérité. Il la voyait comme rien de plus qu'un objet, un pion dans un jeu de statues. Elle prit son téléphone et envoya un SMS à Ife, lui ordonnant d'accélérer leurs enquêtes. Il n'y aurait plus d'hésitation. Elle refusait d'accepter les miettes de la table de cet homme.
Si elle n'était, à ses yeux, qu'un bien, elle utiliserait son arrogance contre lui. Pour chaque humiliation qu'il lui infligeait, elle jurait de lui rendre au centuple, une fois qu'elle en aurait le pouvoir. Addis avait disparu du manoir peu de temps après le divorce, mais cela ne signifiait pas qu'elle était inactive. Alimentée par la colère et une fierté blessée, elle nourrissait un fort désir de voir Obina souffrir. Elle avait passé des années dans son ombre, endurant ses manipulations jusqu'au jour où il l'a remplacée par cette fille. Maintenant, avec son statut social meurtri, Addis était déterminée à se frayer un chemin pour revenir sous les feux de la rampe, à ses propres conditions. Un matin, elle appela la ligne fixe du manoir, sachant qu'Obina n'aimait pas recevoir d'appels personnels sur son téléphone portable, et demanda à parler à Zina. Surprise, Zina prit l'appel dans le bureau à l'étage. « Qu'est-ce que vous voulez » demanda Zina avec méfiance. La voix d'Addis suintait de venin et de curiosité. « Ne te flatte pas. Je n'ai aucun intérêt à me faire des amis. Mais je sais comment Obina traite ses jouets. Si tu es intelligente, tu verras qu'il te prépare à une chute. Tu es une remplaçante, ma chère. » La prise de Zina se resserra sur le récepteur. « Pourquoi m'appelez-vous » Un petit rire crépita à travers la ligne. « Parce que nous partageons toutes les deux un désir commun. Voir Obina payer pour tout ce qu'il a fait. Tu penses être la seule à connaître ses secrets ? J'ai des preuves, et je suis plus que... » Le cœur de Zina battait la chamade. « Quel genre d'accord ? Tu le sauras bien assez tôt, » répondit Addis de manière énigmatique. « Et quand le moment viendra, tu as intérêt à être prête. Il nous a fait du mal à toutes les deux. Retournons la situation. » Avant que Zina puisse répondre, la ligne se coupa. Elle reposa le combiné, l'esprit tourbillonnant. Addis pouvait-elle vraiment l'aider ? Ou était-ce juste une autre ruse, une autre façon pour l'ex-femme de venger sa propre humiliation ? Une chose était certaine, Addis n'était pas quelqu'un à sous-estimer. Tard une nuit, Zina trouva enfin le courage de retourner dans le bureau d'Obina et d'examiner ce dossier étiqueté « Succession J. Okafor ». Elle avait attendu l'occasion parfaite. Obina était en voyage d'affaires et le personnel dormait. Elle ferma la porte du bureau à clé derrière elle, alluma une lampe de bureau et ouvrit le tiroir où elle avait vu le dossier des mois auparavant. Son cœur battait la chamade quand elle vit qu'il était toujours là. Elle posa le dossier sur le bureau et commença à en feuilleter le contenu avec des mains tremblantes. Ce qu'elle découvrit lui glaça le sang. C'était une copie du testament de son père, un testament dont elle n'avait jamais connu l'existence. Dans celui-ci, son père laissait sa terre agricole, une série de petites entreprises et même des parts dans une coopérative locale à sa fille bien-aimée, Zina Okafor. Cependant, un deuxième testament, plus récent, avait apparemment annulé le premier, celui-ci transférant tous les actifs à un fiduciaire non nommé. Une note jointe de l'écriture d'Obina disait « Besoin de finaliser le transfert de ses actifs par les tribunaux. Doit s'assurer que Zina n'est au courant de rien. » Les yeux de Zina s'embrumèrent de larmes de rage. C'était la preuve qu'Obina avait manipulé des documents juridiques pour s'emparer de tout ce qui aurait dû lui revenir de droit. Elle réalisa que la terre agricole et les entreprises généraient autrefois des bénéfices qu'Obina avait probablement siphonnés au fil des ans. S'il n'avait pas tout orchestré, elle ne se serait peut-être jamais retrouvée dans cette situation misérable. Elle scanna soigneusement chaque page, utilisant son téléphone pour prendre des photos à analyser par feu. Ses doigts tremblaient, mais elle se força à être minutieuse. C'était la preuve irréfutable dont elle avait besoin. Une fois qu'elle eut terminé, elle remit les documents exactement comme elle les avait trouvés, vérifia qu'elle n'avait laissé aucune trace de sa présence et quitta tranquillement le bureau. De retour dans sa chambre, elle laissa couler les larmes. Elle pleura non seulement pour elle-même, mais pour ses parents, pour la vie qu'ils avaient travaillé si dur à construire. Elle pleura pour toutes les années qu'elle avait passées à se sentir reconnaissante envers l'homme qui avait orchestré sa chute. Quand ses larmes se furent enfin calmées, elle envoya les photos à feu et n'écrivit qu'une seule ligne. Il a tout volé. Reprenons-le. Sachant qu'elle avait maintenant la preuve de la supercherie d'Obina, Zina se concentra sur la préparation d'un plan de sortie. Elle commença à détourner de petites sommes d'argent des nombreuses sociétés écrans d'Obina. De l'argent dont il ne remarquerait probablement pas la disparition parmi ses nombreux comptes. C'était une manœuvre risquée, mais elle avait besoin d'un coussin financier pour soutenir sa bataille juridique. Utilisant les connaissances qu'elle avait acquises lors de ses sessions d'études nocturnes, elle créa des comptes bancaires discrets à son nom de jeune fille.
Elle s'arrangea également pour qu'une partie de ses fonds soit versée à IFE, couvrant ses frais juridiques et le coût de l'embauche d'enquêteurs privés. Zina apprit à masquer ses traces, à falsifier des signatures numériques et à rediriger les confirmations vers un nouveau compte de messagerie dont Obina ne savait rien. Chaque jour, elle marchait sur la corde raide entre la peur et l'exaltation. Un seul faux pas, et Obina l'écraserait sans remords. Malgré ses activités secrètes, elle continuait de jouer le rôle de l'épouse obéissante et docile. Elle assistait aux événements d'entreprise aux côtés d'Obina, souriait pour les photos et s'assurait de le flatter en public, tout pour éviter les soupçons. Chaque fois qu'il lui aboyait des insultes, elle ravalait sa colère, se rappelant que bientôt elle n'aurait plus à endurer son mépris. Dans des appels téléphoniques discrets avec IFE, elle discutait de leur progrès. Il l'informa que la prochaine étape serait d'intenter une action en justice sous un pseudonyme commercial pour ne pas alerter Obina. Zina accepta, bien que son estomac se noue de nervosité. Le moment de la confrontation approchait, et cette pensée la terrifiait et l'exaltait à la fois. Elle pouvait presque sentir les fantômes de ses parents se tenir à ses côtés, lui chuchotant des encouragements pour ce qu'elle était sur le point de faire. Le matin se leva d'une clarté inattendue le jour où le procès fut intenté. Zina se retrouva assise à l'arrière de sa Mercedes avec chauffeur, le cœur battant à tout rompre en attendant le signal d'IFE. Elle lui avait donné le feu vert pour soumettre le procès au tribunal, nommant Obina comme défendeur. Le plaignant était une entité nouvellement formée, Score Holdings, qu'IFE et Zina avaient discrètement établie pour représenter ses intérêts. Peu après midi, son téléphone vibra. Un seul SMS d'IFE, déposé. Zina inspira brusquement, regardant le paysage urbain tentaculaire à travers les vitres teintées. Elle imagina la réaction d'Obina lorsqu'il recevrait la convocation. Elle ne pourrait pas être là pour en être témoin. Elle était sûre qu'il déchirerait les papiers en morceaux ou appellerait ses avocats de haut vol pour contre-attaquer. Mais elle savait que ce procès reposait sur des revendications légitimes. Elle n'était plus la jeune fille de village sans éducation. Elle était armée de preuves, d'un avocat rusé et des ressources qu'elle avait secrètement amassées. Quand elle retourna au manoir, le personnel semblait tendu. C'était comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas. Zina garda la tête haute, forçant un sourire poli. Elle prit même la peine de saluer le jardinier, Shijiok, celui qui lui avait autrefois donné ce cupcake. Il fit un signe de tête respectueux, et bien qu'il ne dise pas un mot, ses yeux semblaient remplis d'une solidarité tacite. Le soir, Obina rentra tard, entrant en trompe dans le hall d'entrée avec une mine renfrognée. Il ignora complètement Zina, montant les escaliers en courant. Elle le regarda avec un calme mesuré, sachant qu'il devait avoir air. Et sut l'avis juridique à ce moment-là. Demain, ou peut-être même plus tard dans la nuit, il la confronterait à ce sujet. Elle sentit la tension se resserrer dans sa poitrine. Mais elle était prête. L'embuscade avait commencé, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. La confrontation arriva plus tôt que prévu. Vers minuit, Zina lisait dans la chambre quand Obina fit irruption, serrant un dossier de papier juridique. Ses yeux étaient fous de rage, et il respirait lourdement comme s'il avait monté les escaliers en courant. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» rugit-il, jetant les papiers sur le lit. « Un procès d'une entreprise qui prétend que j'ai volé des actifs. Et toi ?» Il pointa un doigt dans sa direction. « Tu as quelque chose à voir avec ça, n'est-ce pas ?» Zina ferma son livre calmement, sa posture droite. « Pourquoi penserais-tu que je suis impliqué ?» Obina ricana. « Ne joue pas l'innocente avec moi. C'est moi qui t'ai faite, tu comprends ? Tu n'étais que de la poussière. Non, tu étais plus bas que la poussière. Et je t'ai sauvé. Tu me dois tout. » Zina se leva, son regard fixe, bien que son cœur batte la chamade. « Oui, tu m'as recueilli, dit-elle doucement. Mais testons cette théorie de combien je te dois. » Il lui attrapa le bras, sa prise douloureuse. « Misérable ingrate. Si ce n'était pas pour moi, tu serais encore pieds nus dans ce village arriéré. Je t'ai donné cette vie. Maintenant tu oses intenter un procès contre moi. » Zina se dégagea de son emprise. « Tu m'as volé ce qui m'appartenait déjà, déclara-t-elle, sa voix tremblant d'une fureur à peine contenue. Tu as profité de la mort de mes parents. Tu as manipulé des documents juridiques. Et tu as tout fait sous le couvert de la pitié. » Le visage d'Obina se tordit de rage. « Sors !» cria-t-il, de la salive volant de sa bouche.
Sors de ma vue avant que je ne fasse quelque chose que je regretterai. Zina soutint son regard un long moment, un éclair de triomphe illuminant ses yeux. Elle savait qu'elle l'avait poussé à bout. Sans un mot, elle le contourna et quitta la pièce. En marchant dans le couloir silencieux, elle entendit un fracas derrière elle. Peut-être un vase qui l'avait jeté de colère. Elle sentit une vague d'adrénaline et de peur. C'était loin d'être fini, mais elle avait appris quelque chose de crucial. La fureur d'Obina signifiait qu'il se savait vulnérable. Et la vulnérabilité était quelque chose qu'elle pouvait exploiter. La colère d'Obina se transforma en cruauté. Une semaine après la confrontation, il insista pour que Zina l'accompagne à un gala. Elle ne pouvait refuser. Apparaître ensemble en public faisait partie de leur façade. Le gala était un événement extravagant dans la salle de bal d'un hôtel de luxe, avec une liste d'invités qui se lisait comme un bottin mondain des élites du monde des affaires. Zina arriva dans une robe élégante, les cheveux relevés en un chignon sophistiqué. Elle essaya de garder son sang-froid, mais la tension avec Obina était palpable. Ils parlèrent à peine pendant le trajet en voiture, et il la laissa dès leur entrée dans la salle de bal, disparaissant dans la foule d'investisseurs et de dignitaires. Au milieu de la soirée, alors que Zina discutait avec un groupe de femmes, elle aperçut Obina de l'autre côté de la pièce. Il avait le bras autour d'Adiz, la présentant à un partenaire influent comme sa cavalière. L'audace de la chose était choquante. Zina, son épouse, se tenait à quelques mètres de là. Les chuchotements se répandirent dans la foule comme une traînée de poudre. Les flashs des appareils photo crépitèrent, capturant l'expression stupéfaite de Zina. Zina sentit une vague d'humiliation la submerger. Elle ne pouvait plus respirer, plus penser. La femme à côté d'elle se pencha et murmura « N'est-ce pas votre mari ?» Et c'est son ex-femme. C'est compliqué, ma chère. Rassemblant chaque once de dignité, Zina redressa les épaules. Elle traversa la pièce, chaque pas délibéré. Elle tapota l'épaule d'Obina, s'adressant à lui assez fort pour que les personnes à proximité entendent. « Chérie, cela te dérangerait-il de me présenter ta cavalière ?» Obina sourit narquoisement, se penchant comme pour embrasser la joue de Zina, mais au lieu de cela, il murmura « Tu te ridiculises. » Puis, il se tourna vers le petit groupe qui les entourait. « Tout le monde, je vous présente Zina. Mon projet caritatif. » Elle est un peu possessive, mais il faut s'y attendre. Un silence tomba sur le groupe. Le visage de Zina brûlait, mais elle refusa de pleurer. Au lieu de cela, elle força un sourire qui lui sembla être des éclats de verre dans la gorge. Elle regarda Adiz, qui lui lança un regard froid et entendu. Il n'y avait aucune sympathie là-dedans, seulement une sorte de satisfaction tordue. Les caméras capturèrent la douleur de Zina, immortalisant le moment. Elle sentit son sang-froid lui échapper, mais réussit somehow à s'éloigner la tête haute. Les larmes menaçaient de couler alors qu'elle naviguait dans la mer de spectateurs, chacun la dévisageant comme un animal blessé. Si l'humiliation était le but d'Obina, il avait réussi. Mais s'il pensait que cela la ferait reculer, il se trompait. Elle sentit la colère s'enrouler en elle comme un ressort, prête à rebondir au centuple. 2 jours après ce gala désastreux, un bulletin d'information financière a retenti sur le téléphone d'Obina. Une nouvelle entité corporative, Score Holdings, faisait des vagues sur le marché, acquérant des parts clés dans des industries où Obina avait une participation. Intrigué et légèrement inquiet, Obina a tenté de recueillir des informations sur la mystérieuse PDG, une femme qui, selon la rumeur, était sortie de nulle part. Le même jour, une conférence de presse a eu lieu dans un hôtel prestigieux. Journalistes, analystes d'entreprises et curieux se sont pressés dans la salle. À 11 heures précises, une jeune femme est montée sur scène et a fait face aux caméras. Elle portait un blazer élégant sur une jupe crayon, dégageant une confiance tranquille qui a instantanément captivé le public. « Bonjour à tous, commença-t-elle. Je m'appelle Zina Okafor, et je suis la PDG de Score Holdings. » Des halètements parcoururent la foule. Les flashs des caméras crépitèrent comme des éclairs en staccato. Des chuchotements de « N'est-ce pas la femme d'Obina ?» Et « N'était-elle pas une inconnue ?» circulèrent parmi les journalistes stupéfaits. Zina garda son sang-froid, son expression posée. Score Holdings s'engage à des pratiques commerciales éthiques et à remédier aux injustices historiques dans le secteur des entreprises. Nous croyons au soutien des communautés et à la garantie que les propriétaires légitimes reçoivent ce qui leur est dû. Elle recula du podium,
refusant de répondre aux questions personnelles. Les journalistes réclamèrent plus d'informations, criant des questions sur sa relation avec Obina, sur le procès supposé. Zina répondit simplement, tout sera révélé devant les tribunaux, avant de quitter la scène. Au manoir, Obina jeta son téléphone contre le mur, le brisant en morceaux. Il avait regardé la retransmission en direct depuis son bureau et réalisa trop tard que sa femme, la femme qu'il avait publiquement humiliée, était la force motrice derrière l'entreprise même qui le défiait. Pour la première fois, il sentit un frisson inconnu de peur. Zina Okafor était sortie de l'ombre, et elle jouait pour gagner. Les conséquences ne se firent pas attendre. Grâce à des stratégies juridiques méticuleusement élaborées par Ife et son équipe, combinées aux preuves que Zina avait recueillies, les tribunaux ordonnèrent un gel immédiat de plusieurs comptes bancaires d'Obina en attendant l'enquête. Tôt un matin, Obina tenta de transférer des fonds pour couvrir une nouvelle entreprise, mais se heurta à un message de solde insuffisant. Confus, il appela son banquier personnel, qui lui expliqua que les comptes étaient bloqués par une ordonnance du tribunal. En quelques heures, le bureau d'Obina fut également mis sous scellé. Des fonctionnaires du gouvernement arrivèrent avec un mandat, citant une possible fraude et un détournement de fonds. Les employés furent renvoyés chez eux, déconcertés et anxieux. Le téléphone sonnait sans cesse, mais Obina n'avait aucune réponse. Il tenta de contacter son équipe juridique coûteuse, pour la trouver réticente à s'engager dans une bataille perdue d'avance. La nouvelle s'était répandue que les preuves contre lui étaient substantielles. Bouillant de rage, Obina appela Zina à plusieurs reprises, mais elle laissa le téléphone sonner. Finalement, il la trouva dans le bureau du manoir, tapant calmement sur son ordinateur portable. Le même bureau où elle lisait autrefois ses livres en secret. « Explique-moi ça », beugla-t-il, agitant un avis de compte gelé devant son visage. Zina leva les yeux, imperturbable. « Je n'ai rien à expliquer. Tout est dans les documents juridiques que tu as reçus. Tu te souviens, n'est-ce pas? Ce que tu as écarté si nonchalamment. » Son visage se tordit de fureur. « Tu crois que tu as gagné? Je vais te détruire. Retiens bien mes paroles. » Zina ferma son ordinateur portable d'un clic, se levant pour lui faire face. « Tu as déjà essayé. Tu m'as recueilli, tu as fait de moi ta femme par pitié. Et puis tu as affiché ta liaison avec ton ex-femme devant tout le monde. Tu as tout pris à ma famille, mon héritage, ma fierté. Maintenant, c'est l'heure des conséquences. » Obina frappa du poing sur le bureau, renversant un porte-stylo. « Ingrate. » Zina le coupa. « Tu ne me fais plus peur. Je te suggère de te faire à l'idée que tu n'es pas intouchable. » Sur ce, elle passa devant lui, le laissant seul au milieu des preuves de son empire en ruine. Dehors, le soleil brillait à travers les hautes fenêtres du manoir, illuminant un monde qui changeait rapidement pour eux deux. Dans les jours qui suivirent, Zina devint le visage d'un récit poignant que les médias s'empressèrent de relayer, la fille de village devenue une puissance du monde des affaires. Les journalistes explorèrent tous les angles, ses humbles débuts, son ascension fulgurante, son enchevêtrement avec Obina. Beaucoup sympathisèrent, la qualifiant d'outsider par excellence. D'autres prétendirent qu'elle devait avoir des soutiens ou des bienfaiteurs. Mais Zina resta concentrée sur un seul objectif, récupérer ce qui lui revenait de droit. Elle accorda une brève interview à une chaîne de télévision réputée. L'animateur demanda « Pourquoi avez-vous attendu si longtemps pour agir contre votre mari ?» Le regard de Zina était fixe. « J'étais impuissante quand je suis venue à lui. Il en a profité. Mais même dans les moments les plus sombres, je me suis instruite, je me suis préparée en silence. Tout ce qu'il m'a donné, c'était de la pitié. J'ai reconstruit ma vie à partir de la douleur. » Ces paroles se répandirent comme une traînée de poudre, enflammant l'opinion publique. De jeunes femmes des zones rurales commencèrent à la saluer comme une source d'inspiration. Certains messages sur les réseaux sociaux la qualifièrent d'héroïne des temps modernes pour s'être opposée à un puissant magnate. Des sponsors d'entreprises la contactèrent, désireux de s'associer à ce nouveau symbole de persévérance et de justice. Pendant ce temps, Obina fut contraint de voir son empire s'effondrer morceau par morceau. Chaque jour apportait de nouvelles informations sur des investisseurs se retirant, des projets se dissolvant ou des partenaires de longue date prenant leur distance. Les membres du conseil d'administration se retournèrent contre lui, voulant sauver leur propre réputation. En privé, Zina prit un moment dans le jardin du manoir, le même endroit où Adiz l'avait autrefois averti, « Tu ne seras jamais l'une des nôtres. »
Une vague de souvenirs l'envahit. Les funérailles de ses parents, les nuits silencieuses passées à lire des livres de droit, les humiliations, le testament volé. Elle s'agenouilla près de l'étang de Karpkoy, des larmes glissant dans l'eau ondulante. Malgré toutes les victoires qu'elle avait remportées, une tristesse persistait pour ce qui avait été perdu et ne pourrait jamais être remplacé. Elle murmura, « Maman, papa, j'espère que je vous rends fier. » Une douce brise agita les rosiers. C'était comme une affirmation silencieuse qu'elle était sur la bonne voie. Un après-midi, Zina convoqua une réunion au cabinet d'avocats d'Ifeu. Obina arriva sous les yeux vigilants de 2 gardes de sécurité, la posture raide. Il avait été convoqué pour discuter d'un accord à l'amiable, des termes qui pourraient éviter d'autres poursuites pénales. Zina était déjà assise à une table de conférence, l'air calme et inflexible. Ifeu était assis à ses côtés, une pile de documents devant lui. Hadiz était également présente, étonnamment, bien qu'elle soit assise à l'autre bout, les bras croisés, le visage impassible. Obina lança un regard noir à Zina. « À quel jeu joues-tu maintenant ?» Zina fit glisser un document sur la table. « Je t'offre 2 choix, Obina. 1. Signe les papiers du divorce et transfère les actifs que tu as volés. La terre de mon père, ses entreprises, tout, aux propriétaires légitimes, ainsi qu'un règlement substantiel pour dommages et intérêts. » Les narines d'Obina se dilatèrent. « Et le 2e choix ?» Refuse, répondit calmement Zina, et fait face à des poursuites pénales. Les preuves contre toi sont accablantes. Fraude, détournement de fonds, falsification. Tu n'as qu'à choisir. Le silence tomba. Obina fixa les papiers, le visage rouge de rage. Tu crois que tu peux juste. Ifeu l'interrompit, sa voix mesurée. Ces documents sont exhaustifs. Le juge se rangera de notre côté. Tu peux faire traîner les choses, mais cela ne fera qu'aggraver ton image publique et augmenter tes frais de justice. Le regard d'Obina se porta sur Hadiz. Leurs yeux se croisèrent dans un moment de tension silencieuse avant qu'ils ne détournent le regard. J'ai bâti cette fortune, marmonna-t-il. Tu ne peux pas me la prendre. Zina haussa un sourcil. Ne m'as-tu pas dit un jour que tout ce que tu avais été grâce à ton génie? Si c'est vrai, alors tu peux reconstruire. Son ton était empreint d'une ironie subtile que seul Obina comprendrait pleinement. Il attrapa le stylo, hésitant au-dessus de la ligne de signature. Sa main tremblait, que ce soit de colère, d'humiliation, ou les deux. Hadiz laissa échapper un petit rire en le voyant signer. Zina regarda avec un mélange de soulagement et de satisfaction solennelle. Le jeu était presque terminé. Et elle avait gagné. Le plus grand choc est venu après qu'Obina a apposé sa signature sur l'accord de divorce. Hadiz, qui était restée silencieuse tout le temps, se leva et s'approcha de Zina. « Alors, je crois que nous avions un accord, » dit Hadiz en haussant un sourcil. Ifeu s'avança, lui tendant une enveloppe séparée. Elle contenait des documents accordant à Hadiz une participation dans une nouvelle entreprise. Une partie du plan de Zina pour distribuer certains actifs à ceux qu'Obina avait lésés. C'était un geste calculé. Non seulement il assurait la coopération d'Hadiz contre Obina, mais il alignait aussi ses intérêts avec ceux de Zina. Hadiz ne serait plus une ennemie. Elle serait une alliée stratégique. Ravi de faire affaire, dit Hadiz froidement en serrant la main de Zina. Il n'y avait pas de chaleur dans son sourire, mais il y avait un respect mutuel dans ses yeux. Les 2 femmes avaient été des pions dans le monde d'Obina. Maintenant, elles se tenaient au-dessus de lui, en égal, forgeant une alliance temporaire. Obina avait l'air sur le point d'exploser. « Tu travailles avec elle ?» Après tout. Hadiz afficha un sourire amer. « Oui, chérie. Après tout. » Zina rassembla ses papiers. « Nous avons terminé ici, » dit-elle en se dirigeant vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna vers Obina. « Tu as toujours dit que j'étais juste un fardeau. Regarde autour de toi. Qui est le fardeau maintenant ?» Hadiz la suivit, laissant Obina seule dans la salle de conférence avec Ifeu et la pile de documents signés, une pierre tombale symbolique pour son empire autrefois inébranlable. Le divorce finalisé et les tribunaux ayant statué en faveur de Zina, la plupart des actifs d'Obina furent transférés à Zicor Holdings ou vendus pour satisfaire les jugements légaux. Le manoir, symbole même de l'humiliation de Zina, devait être vendu aux enchères aux plus offrants. Pour le public, c'était une opportunité d'acquérir un bien immobilier de premier ordre.
Pour Zina, c'était une chance de justice poétique. Le jour de la vente aux enchères, des acheteurs potentiels, des agents immobiliers et de simples curieux se sont rassemblés dans la cour avant. Les pelouses autrefois immaculées étaient envahies par endroits, un témoignage de la rapidité avec laquelle la négligence s'était installée. Zina arriva avec feu, restant discrète jusqu'à ce que les enchères commencent. Lorsque le commissaire-priseur demanda les premières offres, la concurrence fut féroce. La propriété était de premier choix, et plusieurs prétendants fortunés firent leurs offres. Puis, sans fanfare, Zina leva la main. Les têtes se tournèrent. Un silence se répandit dans la foule alors qu'il reconnaissait la nouvelle PDG de Zicor Holdings. Elle offrit un prix bien au-dessus de la valeur du marché, faisant taire efficacement toute contre-offre. Le marteau tomba, adjugé. Le manoir appartenait à Zina. Les caméras de télévision se sont précipitées, capturant son sourire triomphant. Elle s'adressa à un petit cercle de journalistes, déclarant « Ce manoir était autrefois un endroit où j'ai été amené par pitié. Aujourd'hui, je le récupère comme un symbole d'indépendance. J'ai l'intention de le rénover pour un but qui servira la communauté. » Tandis que la foule murmurait avec admiration, Zina croisa le regard d'Obina, qui se tenait en périphérie, les épaules affaissées. Ses yeux étaient pleins de désespoir et de rage. Alors que les journalistes tournaient leur attention vers lui, il se retira rapidement, disparaissant comme un fantôme. Zina fixa la porte d'entrée où elle était autrefois entrée pour la première fois en tant qu'adolescente orpheline, incertaine de son avenir. Maintenant, elle tenait les clés, et le pouvoir était entièrement sien. Une fois la poussière retombée, Zina se concentra sur la reconstruction de l'héritage de son père. Elle découvrit que les terres agricoles dont elle avait hérité étaient toujours fertiles. Les petites entreprises, bien que négligées, étaient récupérables. Avec une équipe d'experts et de leaders communautaires locaux, elle commença à revitaliser chaque entreprise, de la replantation des champs à la modernisation des opérations. Elle créa également une fondation qui finançait l'éducation des filles des villages ruraux, la nommant d'après ses parents. C'était sa façon de s'assurer qu'aucune autre jeune fille n'aurait à dépendre de la pitié de quelqu'un comme Obina. La mission de la fondation était simple. Fournir des bourses, du mentorat et des programmes de développement communautaire qui élèvent des familles entières. Les journées de Zina étaient passées à voyager entre la ville et les terres agricoles, supervisant les rotations de culture un jour et les stratégies commerciales le lendemain. Elle rencontra de jeunes filles qui lui rappelaient elles-mêmes. Pour elle organisa des formations professionnelles, des cours d'informatique et des subventions de démarrage pour de petites entreprises. Chaque histoire de réussite, chaque visage souriant, était comme une victoire personnelle sur son passé tragique. Alors que la vision de son père renaissait, elle ressentit un sentiment de clôture, comme si un cercle était maintenant complet. Les médias continuèrent de suivre son histoire, la saluant comme une leader visionnaire qui a transformé une tragédie personnelle en prospérité communautaire. Zina parla dans des interviews de l'importance de l'intégrité, de la façon dont aucun empire ne devrait être construit sur des fondations volées. Dans les coulisses, elle passa également du temps à mentorer Kamsi, la jeune fille d'Obina, qui avait été prise entre deux feux dans la relation tumultueuse de ses parents. Zina promit de garantir son éducation, s'assurant que la jeune fille ne ressentirait jamais le même désarroi que Zina avait connu. En retour, Kamsi apporta un optimisme juvénile à la vie de Zina, lui rappelant que l'avenir pouvait être plus radieux que le passé. Quelques mois plus tard, le manoir était transformé, son décor autrefois ostentatoire remplacé par un aménagement plus accueillant. La grande salle de bal avait été convertie en un centre communautaire pour des ateliers et des séminaires le week-end. Les espaces de vie furent réorganisés pour accueillir des bureaux et des salles de réunion. L'air semblait plus léger, plus libre, débarrassé des fantômes de son passé. Un après-midi, alors que Zina était en réunion avec des femmes entrepreneurs locales, elle fut informée par la sécurité que quelqu'un était à la grille et demandait à la voir. Quand elle vérifia la caméra de sécurité, son cœur fit un bond. C'était Obina. La curiosité piquée au vif, elle lui permit d'entrer. Il paraissait usé, ses vêtements n'étaient plus aussi beaux qu'auparavant. De profondes rides marquaient son front et le contour de ses yeux, comme si le souci était devenu son compagnon constant. La sécurité l'escorta jusqu'à une petite réception, où Zina l'attendait avec un verre d'eau sur une table d'appoint. Il hésita, jetant un coup d'œil à l'espace réinventé. « Tu as tout changé », dit-il finalement, la voix dénuée de son ancienne arrogance. Zina croisa les bras. « Je le devais.
Les anciennes habitudes étaient toxiques. Les yeux d'Obina brillèrent de remords ou peut-être de désespoir. J'ai tout perdu, Zina. Je suis venu te demander si je peux travailler avec toi, j'ai encore des relations. Je peux aider. Un silence s'étira entre eux. Zina expira lentement. Le doux goût de la revanche persistait sur sa langue, mais elle ressentit aussi une pointe d'empathie. Autrefois, elle s'était tenue à ce seuil, impuissante. Maintenant, les rôles étaient inversés. Elle lui montra le verre d'eau. Serre-toi. Obina l'attrapa avec des mains tremblantes. Après avoir bu quelques gorgées, il leva les yeux, remplis d'excuses tacites. Zina, s'il te plaît. Elle le coupa, son ton frais mais pas entièrement méchant. Tu m'as autrefois appelé un fardeau, un cas de charité, dit que je n'étais rien. Maintenant tu te tiens devant moi, demandant de l'aide. Elle fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Je me suis reconstruite des cendres sous lesquelles tu as essayé de m'enterrer. Et maintenant, si tu travailles ici, tu m'appelleras madame. Compris? Il déglutit difficilement. Oui, madame. L'ironie était stupéfiante. Elle le regarda, se souvenant de toutes les fois où il avait brandi son pouvoir comme une épée. Une partie d'elle voulait le renvoyer, lui montrer le même mépris impitoyable qu'il lui avait montré. Mais une autre partie, celle façonnée par les enseignements d'empathie de ses parents, lui murmura qu'aucun bien ne venait de la perpétuation de la cruauté. Alors elle lui offrit un poste modeste. Bien en dessous du rang qu'il commandait autrefois. C'était un travail qui le tiendrait occupé et à l'abri des ennuis, loin de toute prise de décision exécutive. À cet instant, elle retrouva non seulement sa propriété et son héritage, mais aussi son estime de soi. Elle était passée d'une orpheline sans défense à une leader redoutable, guidée par le souvenir de ses parents et la volonté de survivre par ses propres moyens. Alors qu'Obina baissait la tête en marmonnant « Merci, madame ». Zina sentit enfin la boucle du voyage de sa vie se refermer. Elle n'était plus la jeune fille timide du village d'Aya, tremblant aux abords d'un manoir qui l'avait retenue captive. Elle était Zina Okafor, l'héritière légitime, la victorieuse d'une bataille menée en silence et en stratégie, la femme qui a transformé la pitié en pouvoir. Elle ne serait plus jamais hantée par la phrase « Je t'ai recueilli par pitié ». Maintenant, le monde connaissait la vérité. Elle avait repris son destin en main. Et personne n'oserait plus jamais la plaindre. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous serions ravis de vous lire. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.